Robert Lafort, bonjour. À l'occasion des travaux menés dans le cadre de la réécriture du référentiel national des espaces de rencontre enfants-parents, nous souhaitions, au cours d'une table ronde prévue aujourd'hui au ministère à Paris, parler des évolutions familiales, des attentes des personnes concernées et des réformes en cours de l'État. Notre souhait était de mieux les appréhender, nous permettant ainsi d'imaginer les adaptations que nous pouvions promouvoir et engager dans le service à rendre aux enfants, à leurs parents et leurs proches. Préalablement, nous devions vous entendre sur ces évolutions en cours entre stratégie interministérielle et application territoriale, entre citoyens et institutions, entre individus et collectifs. Et puis le Covid-19 est arrivé. Nous avons vécu individuellement et collectivement de nouvelles contraintes qui nous poussent à réinterroger nos projets, nos modalités pratiques. Ces contraintes deviendront sans doute de réelles ressources si elles servent l'intérêt des enfants dans leur situation de vie, si elles accompagnent encore plus les parents dans leurs responsabilités, permettant à chacun de se réapproprier son destin, si elles servent nos valeurs démocratiques et nos modes de relation et de gouvernance. Avant de laisser la parole aux adhérents de notre belle fédération, à celles et ceux qui sont restés en lien avec les enfants et les parents tout au long de la période, et afin d'introduire ce bilan à chaud d'un vécu inédit et d'une expérience professionnelle partagée, je souhaitais d'une part les informer du report de votre conférence et notre table ronde lors de nos prochaines journées d'études des 7 et 8 décembre à Paris, et vous poser trois questions. Poser trois questions au professeur agrégé de droit public, au directeur honoraire de l'Institut d'études politiques de Bordeaux, au président du conseil de prospective de l'UNIOPS. Si avec le Covid-19, on parle d'agression et de développement d'anticorps nécessaires à notre immunité, cet épisode, vécu par tous, a eu des effets sur nos modes relationnels, mais renforcera-t-il notre humanité? Alors la première question, cette expérience partagée, parfois subie par les familles, a-t-elle des conséquences pour les plus fragiles, les plus pauvres, des effets délétères pour celles et ceux qui vivent des situations de précarité ou de crise? Oui, alors, je pense qu'évidemment, indubitablement, la réponse est oui, même si nous trouvons encore dans l'événement, il est vraiment difficile d'en tirer des enseignements avec des données véritablement fiables et stabilisées. Enfin, il est certain que comme dans toute phase de crise, de difficulté, les personnes qui sont les plus précaires et les plus fragiles sont nécessairement celles qui rencontrent le plus de difficultés à faire face à la situation. Alors, on peut distinguer deux choses. Un premier niveau, sur le plan strictement sanitaire, notre système de santé, a priori, il faudra vérifier, mais a priori, est ouvert à tous. Il a une dimension complètement universelle, comme chacun le sait, ce qui n'est pas le cas dans tous les systèmes de santé. Autrement dit, toute personne résidant sur le territoire national a droit à une prise en charge. Donc, d'une certaine façon, à cet égard, il y a eu un traitement relativement égalitaire. Encore une fois, il faudra vérifier est-ce que les comportements des gens et les situations concrètes dans lesquelles ils se sont trouvés ont ou non introduit des différenciations dans les prises en charge des personnes qui étaient affectées par le Covid. On a échappé de peu, évidemment, à une situation, mais qui n'aurait pas, de mon point de vue, introduit de discrimination de type social ou économique. C'est la surcharge ou l'incapacité des services de réanimation à accueillir la totalité de la population qui se présentait, la totalité des patients qui se présentaient. Mais là aussi, on l'a vu, on a frôlé la catastrophe dans l'Est, en région parisienne, mais globalement, les places ont été à peu près adaptées au nombre de personnes à prendre en charge. Donc sur le plan strictement sanitaire, notre système de santé a fonctionné avec le principe d'universalité qui est de fait le principe sur lequel il fonctionne, puisque, encore une fois, on est soigné du simple fait que l'on réside sur le territoire national sans autre type de contrainte ou de discrimination pour accéder aux soins. Alors après, le véritable effet, évidemment, c'est un effet, je dirais, social et économique surtout. Donc la fragilisation du tissu économique, les difficultés qui vont survenir d'ailleurs dans l'avenir, après la fermeture, la mise en panne en quelque sorte de la totalité de l'économie, vont naturellement frapper
les précaires, ceux qui vivent de contrats à durée déterminée, de contrats à temps partiel, etc. Donc c'est ces catégories-là qui sont les plus fragiles, celles qui sont à l'interface entre l'emploi stable qui lui a été globalement protégé, je pense, et puis les personnes qui sont plus ou moins éloignées de l'emploi et qui, à ce titre, parce que pour elles, il n'y aura pas de grand changement, bénéficient des appuis de la collectivité. C'est cette frange intermédiaire de la population, et à travers elle, évidemment, tous ceux qui en dépendent, qui vont subir les effets les plus difficiles et les plus douloureux de la crise, et à compter de l'été et surtout de l'automne. Pensez-vous que ce que nous venons de vivre aura des effets dans les rapports établis entre les individus et nos institutions, à l'aune du discernement individuel et de la responsabilité collective? Oui, alors bon, on pourrait l'espérer. Disons que, à mon sens, et je m'en tiendrai surtout à ce point-là, ce que cette crise devrait révéler, c'est que toute société fonctionne sur un mécanisme de mise en solidarité des divers groupes sociaux et des individus. Pour le dire de façon très simple, personne ne peut vivre seul, personne ne dépend que de lui-même, et nous sommes en lien les uns aux autres pour survivre, nous soigner, nous alimenter, etc. On l'a aperçu d'ailleurs en redonnant une certaine visibilité, une certaine dignité d'une certaine façon à des professions qui sont totalement invisibles habituellement, comme les personnels qui ramassent les ordures ménagères, les strates les moins favorisées, par exemple du système de soins, etc. Les corporations les moins reconnues dans le système de soins. Enfin, on a applaudi tous ces gens-là, on a vu sur les boîtes aux lettres fleurir des merci à destination des services d'enlèvement des ordures ménagères, etc. Donc, en quelque sorte, il y a eu une sorte de prise de conscience de la solidarité entre les diverses corporations et de la nécessité de reconnaître cette solidarité. Alors évidemment, cette dimension, elle est occultée tout d'abord par le fait que quand on parle de solidarité, assez spontanément, et ça a fini par prendre le dessus, on entend plutôt la solidarité dans sa dimension compassionnelle, c'est-à-dire la solidarité, c'est ce qui pousse à aller vers l'autre, à ressentir de l'empathie, etc. C'est pas de cette solidarité à laquelle je pense. Moi, je pense à la solidarité fondamentale, celle des solidaristes, c'est-à-dire l'interdépendance. Et notre culture hyper individualiste, évidemment, pousse au contraire à nier les liens, l'interdépendance, les dimensions collectives qui sous-tendent de façon absolument fondamentale notre existence individuelle. Alors, on l'a un peu redécouvert, on le masque comme on l'a toujours fait, avec une embardée, je dirais, philanthropique, caritative, d'une solidarité compassionnelle, ce qui, à mon avis, déporte le problème dans une direction qui ne permet pas d'en tirer toutes les conséquences, alors qu'en réalité, ce que j'espère, c'est qu'on redécouvre la vraie dimension de la solidarité. Encore une fois, c'est l'interdépendance dont on a bénéficié dans les systèmes de soins, avec l'assurance maladie, qui est purement et simplement un système d'interdépendance, c'est un système d'assurance collective, avec les mécanismes de soutien fiscalisé aux activités. Enfin, disons, la solidarité, on l'a vécue en grandeur nature, avec le fait que, à l'occasion de la crise, d'ailleurs, l'État s'est approprié des pans entiers de l'économie. Et il faut quand même se rendre compte que une part très très significative des rémunérations des travailleurs, des actifs, dans une société pourtant libérale, a été étatisée à travers le système chômage, le chômage partiel. Donc là, on a vécu en grandeur nature une expérience qu'il vaudrait mieux ne pas oublier pour réfléchir aux conditions de rétablissement de la situation lorsque ce sera possible.